Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Louis Hull et puis je suis responsable de la programmation des instituts pour le Centre Franco ainsi que de la série Impact. Ce soir, il me fait très plaisir de souhaiter la bienvenue à Jules Ducharme, notre formateur. Et ce soir, nous parlerons de mathématiques sous différentes lentilles avec comme thématique particulière qui pense apprend. Je veux vous mentionner que cette formation, elle est enregistrée et qu'elle sera disponible dans quelques semaines sur le site du Centre Franco. Enfin, vous pouvez, tout au long de la formation, poser vos questions à l'aide de la boîte de clavardage ou encore en prenant votre micro et en posant la question. C'est certain que durant la formation, on vous demande que votre micro soit en sourdine afin d'éviter les bruits malencontreux. Et puis, vous pouvez soit allumer votre caméra ou encore la mettre en mode anonyme, c'est votre choix. Bon, sur ce, mon petit boniment est terminé. Et puis, eh bien, Jules, je te cède la parole. Merci, merci, merci. Alors, pour tous ceux qui viennent de se joindre, j'ai remis le lien de la formation. Vous avez ça. Vous pouvez aller cliquer sur le lien formulaire de présence, juste pour voir qui est ici. Puis, j'aime apprendre de vos intentions, vos buts et tout ça. Donc, merci de suivre ça. Et on va tout de suite y aller, nous autres. Donc, pour certains, je reconnais certains noms, donc, et d'autres, on est un petit groupe intime, mais ça va bien aller parce que ma formation est justement là pour vous aider à démystifier plein de choses. Alors, c'est la troisième présentation dans les mathématiques sous différentes lentilles. Je me nomme Jules Ducharme, puis je suis chanceux parce que j'ai la chance de travailler comme contractuel et donc, je développe des formations comme ça ici pour vous, pour le Centre Franco et pour d'autres aussi. Donc, je peux toujours accompagner un peu partout. Et donc, ça me fait plaisir d'être ici ce soir avec vous, partager un peu la lentille de la compréhension conceptuelle et les habiletés procédurales. Donc, on a vu un peu la théorie la dernière fois au mois d'octobre. Et aujourd'hui, on saute dans les plats, puis on va aller apprendre comment modifier nos belles leçons là, pour qu'ils soient riches et tout, et tout, et tout. Donc, arrêtez-moi, hein, c'est votre formation. Donc, si jamais vous avez des questions, je vais vous faire participer aussi. Donc, pour ceux qui le clavardage est là, vous pouvez toujours allumer votre caméra, votre micro. Ça me va. Mais on va commencer tout de suite avec la reconnaissance du territoire. Donc, pour moi, je trouve, j'ai la chance, j'ai le privilège même de travailler sur cette fameuse mer Terre. Donc, moi, je suis dans la région de Sudbury. Donc, sur les terres de Anishinaabe et puis qui sont sous le traité Robinson-Huron numéro 61 que je reconnais. Puis je reconnais qu'on peut travailler ensemble et se réconcilier. Et ce premier pas-là, c'est de pouvoir se comprendre et partager cette belle mère Terre qu'on a. Donc, on a, comme je disais, les mathématiques sous différentes lentilles. On a fait la première au mois d'août, la deuxième en deux parties. Donc, cette lentille compréhension conceptuelle des mathématiques. Et plus tard, après Noël et tout, on va avoir la lentille du codage et des outils technologiques. Ça va être deux parties, ça aussi. Donc, ça va venir. On va commencer à explorer un peu comment le codage est introduit dans les programmes cadres de mathématiques, puis qu'est-ce que ça veut dire, et aussi les outils technologiques tels que Desmos, GeoGebra, Mathagon, et j'en passe. On va explorer ça aussi. Mais ce soir, on s'amuse à développer des situations d'apprentissage. Donc, votre résultat d'apprentissage aujourd'hui, lors de cette formation, je développe des situations d'apprentissage riches. Je comprends les principes qui appuient les situations d'apprentissage du type low floor, high ceiling. On va voir ça tantôt. Et je comprends l'importance des conversations mathématiques aussi. OK. Donc, je commence tout de suite avec une question qui brûle. OK, on parle de situation d'apprentissage riche, mais qu'est-ce qui fait qu'une situation d'apprentissage est riche? Puis je vais vous donner le temps d'y penser un peu. Qu'est-ce qui fait que c'est riche, cette situation d'apprentissage-là? Prenez votre temps,
Puis vous pouvez le mettre dans la boîte du clavardage ou vous pouvez prendre le micro. Mais je vais compter au moins jusqu'à 100 dans ma tête pour vous donner la chance d'y penser. Les questions que le prof pose, oui, Louis, excellent. Mais quelle sorte de questions? Qu'est-ce qui rend ces questions-là riches lors de une situation d'apprentissage? Les mises en situation, OK, cool. Donc, on a toujours une mise en situation, ce qui se passe au début pour aller inciter les jeunes à piquer leur curiosité, si on veut. Des questions qui font réfléchir l'élève. OK, cool. Si on pourrait les démystifier, ceux-là. La vérification de l'abstrait au concret. Ah, là, tu touches à une de mes passions aussi, cette idée-là de l'abstrait au concret ou du concret vers l'abstrait. Et ce cycle-là qui continue toujours jusqu'à ad vitam aeternam. Qu'est-ce qui fait? Je vois quelqu'un encore qui sont en train de taper. Donc, je vais donner le temps. On n'est pas pressé, là. Prenez votre temps. C'est une grande question. Ça semble simple, mais c'est une très grande question. Qu'est-ce qui fait qu'une situation d'apprentissage est riche? On est rendu sa table. Là, je vois qu'il y a 3 personnes qui sont en train de rédiger leurs commentaires. Donc, on va patienter. Isaac qui dit, en relation avec le monde qui nous entoure, l'élève explique son raisonnement. Ouais. Et on lui laisser le choix de la stratégie de communication. Cool. J'aime beaucoup ce choix-là. J'aime beaucoup ça. Beaucoup de concret, surtout pour l'élémentaire. Je vais te dire beaucoup de concret, surtout au secondaire aussi. On oublie qu'on peut se permettre, puis qu'on devrait même être concret au secondaire. Mais ça, c'est une autre parenthèse. Des intentions pédagogiques réfléchies et claires. Ouais, oui, il faut que ton intention soit très claire dans ce que tu fais. Placer leur apprentissage avec la réalité et son environnement, tout à fait. Donc, la vie quotidienne, ce qui se passe, tout ça, cet apprentissage-là devrait faire partie de ça. Oui. Et j'attends la dernière de Ossine. Lorsqu'elle est prise de la vie active. Oui, oui, tout à fait. Donc, tous ces bonnes réponses, tous ces réponses-là, c'est des bonnes réponses, c'est certain. Alors, je me dis, est-ce qu'on a toujours des situations d'apprentissage qui sont riches? Et comment est-ce qu'on pourrait prendre quelque chose qui est peut-être pas aussi riche et la rendre riche? Moi, ma définition d'une situation d'apprentissage, c'est qu'elle peut devenir riche dépendant du questionnement, un peu comme Louis nous suggérait. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut penser à toutes ces choses-là. Il y a dans le curriculum, on parle oups, je vais avancer la slide, et voilà. On parle des situations qui sont low floor, high ceiling, c'est-à-dire un point d'entrée pour tous, mais une complexité accrue pour tout le monde.
Donc, on se demande, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, low floor, high ceiling. Ça fait le tour un peu partout, puis je me suis posé la question, mais d'où vient cette expression-là? En fait, ça vient de Seymour Papert, qui est un scientifique qui travaillait à MIT, qui s'intéressait beaucoup à l'éducation, de la technologie surtout. Vous allez voir le lien qu'il a fait. Ce qu'il y a dans ses mains comme c'est là, je ne sais pas pour ceux qui sont un peu plus âgés comme moi, 50 ans et plus, il y avait un fameux petit logiciel quand moi j'étais jeune, j'ai joué avec ça à l'école. Ça s'appelait Logo. C'était une petite tortue qu'on se promenait pour faire des dessins. On pouvait avancer la tortue, on pouvait baisser notre plume puis tracer un trajet. Puis on pouvait créer des objets comme ça. Et en fait, ça, c'est la première vraie tortue. Il y avait une plume là-dedans qui descendait puis qui montait avec des petits moteurs. Puis donc, ça me fait penser qu'en 1970, on avait déjà un début d'enseignement avec la robotique comme on a dans nos salles de classe maintenant. Et lui, il disait, pour qu'une technologie soit efficace, elle doit offrir aux novices, aux novices des moyens faciles de se lancer. Donc, le low floor, mais aussi des moyens de travailler sur des projets qui sont de plus en plus sophistiqués avec le temps, de high ceiling. Donc, c'était l'idée de que tout le monde devrait avoir accès à cette technologie dans ce temps-là. Et c'était quelque chose d'immense. Tout le monde, tu pouvais faire bouger ta petite tortue de suite, puis c'était comme incroyable. Mais la complexité, tu pouvais faire vraiment, c'est un langage de programmation avec des sous-routines et tout ça. Donc, d'où vient cette expression-là? Elle vient de ce monsieur-là qui a dit low floor, high ceiling. Donc, un point d'entrée pour tout le monde. Donc, nous, on l'a nommé point d'entrée accessible et niveau de complexité élevé. C'est comme des tournures de phrases en anglais qui sont très cute. C'est très difficile de comme arriver avec une expression des fois aussi cute. Mais par contre, moi, je l'ai traduit un peu vers plancher ou seuil bas, vers un plafond cathédrale. Puis pour moi, plafond cathédrale, ça m'indique qu'il y a plein de pics à différents niveaux dans une cathédrale. Ce n'est pas juste un gros toit. Donc, c'est un peu cette idée-là, tout le monde peut entrer. Donc, une question ou une situation d'apprentissage devrait avoir un point d'entrée pour tout le monde. Et ça, c'est la partie inclusive qu'on devrait toujours songer. Est-ce que ma situation a un point d'entrée pour tout le monde dans ma classe comme c'est là? Donc, tu dois connaître c'est qui tes élèves, sont rendus où, c'est quoi leur expérience précédente. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, les gens, ils se sont appropriés ça comme théorie d'éducation. Donc, on a vite compris que c'était vraiment intéressant de pouvoir avoir cette flexibilité-là, d'avoir plein de monde à différents niveaux, mais que tout le monde pouvait parler un peu du même langage. Mais il s'est aperçu que les gens étaient comme, ben, il y a comme juste une trajectoire comme de bas à en haut. Puis c'était comme, il dit, pour moi, il manque quelque chose. Donc lui, il a pensé plus tard, il a dit, il faudrait aussi qu'on élargisse les murs. C'est-à-dire que ça devient comme donc un terrain de low floor, high ceiling, où tu peux commencer, puis ton histoire peut se rendre à gauche, à droite, un peu partout, puis revenir en bas, puis finalement. Donc, il y a une flexibilité deux-dimensionnel. Donc, c'est intéressant, point d'entrée. Donc, ça, c'est pour un peu démystifier qu'est-ce que ça veut dire, ça, low floor, high ceiling. OK? Donc, point d'entrée accessible, niveau de complexité élevé. Donc, qu'est-ce que ça fait? Donc, un peu de théorie, puis après ça, on saute à la mathématique, je vous garantis. Qu'est-ce que ça fait, des situations d'apprentissage de type low floor, high ceiling? Bien, ça fournit des occasions aux élèves d'utiliser des approches variées, par exemple. Des niveaux de complexité aussi, de difficulté à leur niveau. Donc, c'est de la différenciation, mais avec une tâche. Une tâche qui est comme commune à tout le monde part, mais on diverge à différents points par la fin de la leçon. Ça encourage les conversations mathématiques. Vous connaissez, ceux qui ne me connaissent pas, je suis un fervent de la communication, la conversation mathématique, les histoires, se partager nos histoires mathématiques ou autres.
Développer la compréhension conceptuelle et les habiletés procédurales, c'est la lentille sur laquelle on se travaille. Donc, elles sont très bonnes, ces types de questions-là, et sont basées sur les 7 processus mathématiques. Pour ceux qui étaient là à la dernière formation, on a parlé des processus mathématiques, comment ils sont maintenant intégrés dans tout le programme cadre de la maternelle, non, de la première année jusqu'à la 9e. Ça développe la pensée critique aussi, puis encourage évidemment le développement des différents raisonnements mathématiques là, tels qu'on les a déjà vus aussi. Donc, un petit rappel de toutes ces choses-là. La pensée critique, comme TC Squared nous a déjà démontré, c'est un groupe qui nous avait aidé un peu à démystifier cette idée-là de développer notre pensée critique à l'intérieur de nos cours. On peut transformer, critiquer, réaliser, décoder, créer et juger. Puis vous voyez des exemples là qu'on peut faire pour faire ces choses-là. Donc oui, on peut. Une question, une situation riche devrait avoir une partie ou tout de ces choses-là. Il y a aussi les processus mathématiques qu'on les a vus la dernière fois. Ils sont listés là. Je ne les répète pas, mais on en a 7 et ils sont très importants. Et ça touche évidemment tous les raisonnements mathématiques, donc le raisonnement spatial, la fraction, le concept de la fraction, le raisonnement algébrique et le raisonnement proportionnel. C'est tous des raisonnements qui ont une longitude. Donc, on commence en maternelle jusqu'à la 12e année et il y a comme un continuum d'apprentissage et de raisonnement qui se développe au cours du temps. Donc, ces questions-là vont aller chercher vraiment ces raisonnements-là pour développer une compréhension conceptuelle des mathématiques. Bon, donc, comment est-ce qu'on développe une situation d'apprentissage riche qui incite la pensée critique puis inclut les processus mathématiques? Moi, je suis arrivé avec 7 différentes façons de pouvoir construire ces situations d'apprentissage-là. Donc, on va passer à travers les 7, j'espère. Puis là, je vais avoir besoin d'un garde du temps parce qu'il est déjà 7h moins 10. Donc, on veut finir à temps, qui est bien 20h. Donc, vers moins quart, là, s'il y a quelqu'un qui peut me lever le chapeau et me dire, OK, hey, il est 7h45, il faut arrêter. Donc, on va commencer à s'amuser un peu, faire les maths. Voici les 7 que j'ai. Augmenter le niveau cognitif de la situation, raconter l'histoire mathématique, le fameux visualiser, verbaliser, vérifier, les débats mathématiques, poser des questions ambiguës, donner un exemple complexe, difficile, un exemple simple, facile, et trier en 2 ensembles. Donc, c'est 7 de plusieurs, parce qu'il y en a plusieurs stratégies, mais c'est mes préférés comme c'est là, à ce moment-ci. Donc, on y va. Augmenter le niveau cognitif. Dans un fameux livre que si jamais vous avez la chance de le lire, ça a changé ma pratique comme éducateur. C'est le livre « 5 Practices for Orchestrating Productive Mathematical Discussion », toute cette conversation mathématique-là. Et il y avait ça sur sa page, des différents types de questions. Puis il y en a qui avaient des différentes demandes cognitives à des niveaux différents. Donc, on a à gauche des niveaux inférieurs. Donc, la première, c'est juste mémoriser. Et je dirais que peut-être un peu, malheureusement, en mathématiques, surtout au secondaire, on est dans des questions de mémorisation. Donc, une demande cognitive assez inférieure. Ensuite, on a suivre des procédures sans lien. Donc, encore dans le niveau inférieur, mais ensuite, là, on tombe dans les choses un peu plus intéressantes et le fun. Donc, on a des demandes cognitives de niveau supérieur. Je vais juste me changer de place pour pouvoir. Et là, on a suivre les procédures avec des liens. Et le dernier, penser et raisonner mathématiquement. Donc là, on est dans un niveau cognitif là, super allumé. C'est ce qu'on veut. On veut miser sur ces 2 derniers-là. Juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça a de l'air, ces choses-là, j'ai quand même fait un processus un peu pour expliquer un peu comment ça marche. Par exemple, le premier, la mémorisation. Quelle est la formule pour l'aire d'un cercle? Bon, OK. Tu le connais pas, tu l'as appris, whatever, je me souviens plus, whatever. So, c'est vraiment juste de la mémorisation, on est rendu là, puis c'est tout. Donc, pas beaucoup de cognitif qui se passe. Par exemple, ici, là, je vais me changer de place encore.
Là, on est dans faire des procédures, on suit des procédures. Ah oui, je me souviens comment. OK, il faut que je prenne la formule, puis souvent, on ajoute en passant le rappel, right, l'air d'un cercle, on donne la formule, tout ça. Et donc là, c'est comme mettre la procédure en marche. J'ai appris à faire ça. Il faut que j'aille chercher mon rayon. Mon rayon, c'est 5. Le 5 le mot carré. Le fois, puis boum, boum, puis j'arrive. Puis tout d'un coup, on a une procédure sans lien. Donc, assez simple, ça va. On en connaît des questions comme ça. Et là, juste pour aller dans l'autre côté, on va faire une demande cognitive, ce niveau supérieur maintenant, mais procédures, on va toujours travailler des procédures, mais avec des liens. Et là, je vous pose la question, j'ai un cercle A, j'ai un cercle B, le cercle A a un aire de 226 cm² et le cercle B a une circonférence de 66 cm. Quel cercle est le plus gros? Là, tout d'un coup, là, je vois Ossine parce qu'il a ouvert sa caméra. J'ai vu ses sourcils un peu rentrer vers l'intérieur puis faire wow, minute, là. Fait qu'avant, c'était correct, là. Je peux te dire, OK, l'air, c'est pi r au carré, puis oui, je peux faire la formule, je vais te calculer ça, flou, flou, dans la calculatrice, je l'ai. Là, tout d'un coup, là, il est comme, on se gratte la tête. Et c'est le moment que je veux. Moi, c'est ce moment-là que je trouve tellement cool de voir les élèves regarder une question pour faire qu'est-ce que c'est ça? Mais là, ils sont comme, OK, 20 secondes. J'ai l'air d'un cercle, j'ai la circonférence. OK, il faudrait que je compare. Donc, ce qui arrive, c'est que souvent, je vous évite de faire celle-là parce que j'en ai d'autres qui sont cool aussi. Mais ce qui arrive, c'est plusieurs élèves vont aller chercher l'aire du cercle B, par exemple. S'il y a une circonférence de 66, ça veut dire qu'il doit avoir un rayon de, puis là, il utilise la formule, mais à l'inverse. Donc, regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'utiliser la formule, je ne sais pas combien de fois, dans un contexte avec des liens pour aller chercher deux choses qui vont pouvoir comparer. Parce que l'air, ça ne se compare pas à une circonférence. Et le bonus de cette question-là, c'est qu'un élève pourrait comparer l'aire des deux cercles, donc transformer la circonférence, trouver son rayon, puis ensuite trouver l'aire, ou il pourrait chercher le rayon du cercle A, puis ensuite trouver la circonférence du cercle A, puis peut-être comparer leurs deux circonférences. Donc, on pourrait dire l'aire ou la circonférence. Ou on peut aller chercher leur rayon aussi. Puis là, dépendant, ben, mon rayon est plus gros, donc mon cercle va être plus gros. Donc, et là, tout d'un coup, on a plusieurs réponses et plusieurs, mais tout vers une procédure. Ouais, une procédure pour savoir lequel des cercles est le plus gros. J'espère que vous voyez que c'est comme un peu plus riche que juste de poser la question, c'est quoi l'aire du cercle. Donc, pour aller plus loin, là maintenant, là, je pousse jusqu'au secondaire. Comment est-ce qu'on pourrait transformer cela pour avoir une demande cognitive encore plus supérieure? Donc, voici ce que j'arrive ici. Donc, penser et raisonner mathématiquement. Et tout d'un coup, là, j'ai deux cylindres. Puis là, tout d'un coup, on prend notre cercle, on le met en 3 dimensions. OK, c'est correct. Et j'ai un volume de 480 cm3. Mais sur l'autre, j'ai l'air total. Donc, les deux cercles, puis toute la circonférence, toute l'air latéral, qui est 480 cm². Tout d'un coup, c'est comme OK. Quel est le cylindre le plus gros? Puis à quoi ressemblerait-il tous les deux? Ben, imaginez, je l'ai essayé avec des enseignants, je l'ai essayé avec des élèves, je l'ai enseigné avec plusieurs différents groupes. Et cette question-là, elle prend du temps. Ils ont commencé à se gratter la tête, à commencer à vérifier. Ils sont allés sur des sites comme GeoGebra pour faire des modélisations de cylindres, pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils pourraient. Et là, tout d'un coup, la question s'est posée, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, un cylindre qui est gros? Comment est-ce qu'un cylindre est plus gros? Et là, tout d'un coup, on a eu des discussions là, pendant 15-20 minutes de dire, bon, ben moi, je pense qu'un rayon très large, ça, c'est un gros cylindre. Il n'y a pas besoin d'avoir une hauteur très haute. Ah, il y en a qui disent, non, moi, je pense que la hauteur devrait être haute, puis ça, c'est un gros cylindre. Donc, la conversation, elle était très riche, même qu'un groupe est arrivé avec un cylindre unitaire pour baser leur réponse de cylindre A et cylindre B. Ils ont dit, c'est quoi un cylindre unitaire? Je le définis comme un cylindre qui a un rayon de 1 unité et une hauteur de 1 unité. On va essayer de voir quel cylindre a combien de cylindres unitaires dedans.
J'étais comme, là, on invente la mathématique, là. On n'est même plus en formule, là. On utilise vraiment, puis on est en train de penser et raisonner comme un mathématicien. Phew! OK, donc ça, c'est pour les demandes cognitives. Questions, commentaires jusqu'à date? Moi, je vais me prendre une petite gorgée déjà. Là, je suis déjà tout excité, là. Ça va. J'ai remarqué aussi, j'ai regardé pendant que vous répondiez vos réponses, j'ai quelques personnes qui sont à l'élémentaire. Malheureusement, ce focus-ci, c'était pour 7 à 9, mais les concepts sont quand même là. Donc, mes questions sont un peu plus vers la 7e à la 9e année, mais quand même, vous pouvez voir un peu le concept. Si jamais vous voulez avoir un focus plus élémentaire, je pourrais vous aider avec ça. J'ai plein de ressources pour ça aussi. OK. Cycle moyen, oui, OK, parfait. Cycle moyen, c'est pas pire ça. Tu n'es pas trop loin. Mais celle-ci fonctionnerait aussi. Évidemment, mes équations vont être un peu plus vers le 7-8, mais quand même. Donc, raconter l'histoire. Moi, je suis un raconteur d'histoire. Mon père l'a déjà été. J'avais un grand-père qui racontait des histoires aussi. Et puis, j'ai comme ramené ça dans mon enseignement, de raconter les histoires. Puis, raconte-moi ce qui se passe. Puis, même avec mes enfants, puis mes élèves, je dis, OK, je comprends pas, mais raconte-moi ce que tu fais là. Tu sais, utilise tes mots. Et j'ai vite vu qu'on oublie d'utiliser cette idée-là, c'est quoi l'histoire mathématique de mon équation ou des choses comme ça. Donc, moi, j'ai comme commencé à flipper ma question et j'ai fait quelque chose comme ça ici. Que pourrait être l'histoire de ces équations-là? OK, pour ceux qui sont comme peut-être pas au cycle intermédiaire, euh, vous allez vite vous apercevoir que, et j'ai souvent des enseignants qui font, ouais, mais c'est parce que c'est la même équation 3 fois. Je ne comprends pas. Et la réaction des gens, surtout au secondaire, des enseignants au secondaire, sont comme, ah, je ne comprends pas ce que tu veux dire là. Mais j'espère que je vais vous convaincre que ces 3 équations-là représentent 3 situations, mais totalement différentes. Et quand je l'ai faite, après qu'on pousse plus un peu, les gens ont réalisé, OK, je comprends. Donc, sautez avec moi, puis on va faire un peu un jeu, là. Puis, on va essayer de deviner laquelle, par exemple, cette histoire ici que j'ai à gauche. Est-ce que c'est la première, la deuxième ou la troisième équation? Je devrais peut-être, moi, je vais me tasser juste ici, tiens. Donc, j'ai 2 ensembles. Combien de cercles roses est-ce que je dois avoir si les 2 ensembles représentent la même proportion? Lequel des 3 équations, celle en haut, celle dans le milieu ou celle en bas? C'est au numéro 1, 2 ou 3. Allez dans la boîte du clavardage puis tapez-moi laquelle qui, d'après vous, représente l'histoire à côté. Hmm. J'aime que tu aies ta caméra d'ouvert, Rosine, parce que je vois ton cerveau qui travaille fort et je trouve ça très magique. Donc, bravo. Les gens, ils sont en train de penser. Donc, il n'y a pas eu personne qui fait un vote, là, qui fait même une petite devinette. Lequel des 3 représenterait mieux l'histoire qu'on voit à gauche ici? Je vais vous donner le punch. Ici, on cherchait cette équation-là. C'est un rapport. Donc, on comparait. J'ai 2 ensembles. Ici, j'ai 3 bleus pour 4 roses. Ici, j'ai 6 bleus pour combien de roses? Donc, on a ce rapport-là qui est en équivalence entre les deux. OK? Donc, on voit une histoire possible. Voici une autre histoire, mais on va essayer de deviner laquelle appartient maintenant. J'ai 3 sacs
qui contient le même nombre de billes dans chaque sac. Si je divise tous les billes en 4 groupes égales, alors chaque groupe a 6 billes. Combien de billes qu'il y a dans chaque sac? Est-ce que c'est le numéro 1, numéro 2 ou numéro 3? Puis, Orsine, si jamais c'est plus simple, tu peux aussi ouvrir vos micros. Vous pouvez ouvrir vos micros à tout temps aussi. Donc, on va regarder la description encore. J'ai 3 sacs qui contiennent le même nombre de billes dans chaque sac. Si je divise toutes ces billes-là en 4 groupes égaux, chaque groupe a 6 billes. Combien de billes y avait-il dans chaque sac? J'espère que vous pouvez voir que c'est la première équation. Pourquoi? Parce que le 3 et le x, donc oui, OK, donc c'est bien cela. Et j'ai 3 fois le x, right? C'est le nombre de billes que je cherche. So, j'ai 3 sacs de billes que j'ai divisé par 4, ici, puis tout ça me donne 6. Donc, je peux rapidement voir. So, ici, l'idée n'est pas vraiment de résoudre le problème, mais d'associer cette histoire-là et donc de créer l'histoire. Souvent, je commence à l'envers comme ça. Je te donne la solution, c'est à toi à arriver avec l'histoire. Donc, je vous en donne une autre histoire qu'une personne aura pu créer. Moi, j'en ai créé un autre. Et puis, j'ai des groupes qui ont commencé à être très, très, très... Aussitôt qu'ils ont vu ce style-là, ils ont fait « OK, attends une seconde, on va créer des... » Sauf que tu crées le problème pour moi. C'est ça, c'est l'idée. Regardez celui-ci, le dernier. Bien là, on sait que c'est pas le premier, on sait que c'est pas le deuxième, ça va être le troisième parce qu'on vient de le faire, là. Mais quand même, regardez celui-ci. Si le rectangle rouge représente 3/4 d'un rectangle, d'un autre rectangle, quelle est l'aire de ce nouveau rectangle-là? Et donc, si je vois cette formule ici, 3/4 d'un rectangle, right? So, le rectangle rouge représente 3/4 d'un autre rectangle. Et donc, quand je fais 3/4 de, ça veut dire que je multiplie 3/4 à ce nouveau rectangle-là que je ne connais pas. C'est égal à 6. Donc, vous voyez que j'ai 3 histoires. Pourtant, c'était comme la même équation, mais j'ai pu arriver avec 3 différentes histoires dépendant de comment j'écris mon équation. C'est d'autant plus intéressant quand on le fait avec des gens au secondaire parce que il voit 3/4 comme un nombre. Donc, il voit 3x divisé par 4, si je retourne vers l'arrière. S'il voit celle-ci en haut, pour eux, c'est la même chose que ça ici. Mais moi, pour moi, ça raconte une histoire très différente. Parce que j'ai 3x que je divise par 4. Ici, je vois que j'ai 3/4 d'un x. C'est bien, bien, bien différent. Et quand on crée l'histoire, on voit comment différent c'est. OK, cool. Peut-être pas époustouflant, mais pour moi, c'est toujours une place bien le fun que j'aime faire. Un autre, c'est de visualiser, verbaliser et vérifier. Vous connaissez probablement l'adage qu'on utilise, le pense, parle, partage, hein, le PPP, le fameux. Là, on va faire un pense, parle, partage. On pense 2 minutes, on parle avec un collègue juste à côté de nous, puis ensuite on partage avec le groupe classe. Ben moi, en mathématiques, j'aime un peu comme le rendre encore plus fort, ce pense-partage-là, avec ces 3 V-là. Donc, un VVV plutôt qu'un PPP. Visualiser le problème, verbaliser avec un collègue, avant même d'écrire et de calculer et de poinçonner sur une calculatrice. Et ensuite, à la fin de tout ça, on va aller vérifier. On va puncher dans une calculatrice, on va faire des calculs, on va faire du papier-crayon. Mais vraiment, vraiment, au début, c'est juste de se forcer à visualiser puis de parler. Ces 2 étapes-là font
que la compréhension du problème devient très riche et la conversation est encore plus féroce. Et ce qui arrive aussi, c'est que il n'y a pas quelqu'un qui est capable, parce qu'il y en a qui sont capables de visualiser, verbaliser et rapidement arriver avec la vérification. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est qu'ils viennent d'éteindre la flamme à tout le monde. J'étais dans une salle avec mon ancienne collègue. J'étais dans une salle avec toutes sortes d'enseignants, puis ma superviseure était là. Et puis elle est venue me voir après, à la fin, puis elle pleurait un peu, puis j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, j'étais à une table qui n'arrêtait pas de dire les réponses aussitôt. Il y avait comme deux gens qui étaient là, puis tout de suite, ils donnaient la réponse. Ah, ça, c'est la réponse, ça, c'est la réponse. Elle dit, je me sentais comme si j'étais dans la salle de classe, puis je n'avais pas le temps de penser à la solution. Elle dit, quand tu as fait de visualiser, là, puis il n'y avait pas un chat qui parlait, j'étais capable de le voir. Puis ensuite, j'ai verbalisé, puis guess what? J'ai eu j'ai eu la chance de vérifier. Je l'ai fait avec des élèves et c'est incroyable de voir quand tu donnes ce temps de respiration-là, puis c'est pas les mains tout de suite qui lèvent, puis tu vas pointer à la première main qui arrive. Moi, souvent, je demande à la dernière main. Puis de toute façon, quand on fait du VVV, ça donne ce temps-là d'internaliser le problème, de le regarder puis de le voir. Fait que ça vous tente tout d'en faire un ensemble. Puis là, vous allez pouvoir. C'est assez simple parce que c'est quelque chose d'un petit peu de raisonnement spatial. Donc, je pense que vous allez pouvoir un peu vous amuser avec ça. Voilà la question. Donc, on va commencer par visualiser. Puis là, je veux pas, là, comme je ne vois pas de caméra, fait que je vais me fier à votre bon. Ça. Allez pas chercher un morceau de papier pour vérifier tout de suite, là. C'est tout dans votre tête. OK? Tout dans votre tête. Donc, si je prends un morceau de papier comme ça, je le plie selon les consignes que je vais en haut là. Je le plie vers le bas. Je le plie encore vers comme ça. Ensuite, je le replie vers le bas. Puis je coupe un coin. Quand je le déplie, est-ce que j'ai la formule? Est-ce que j'ai A, B, C ou D? OK, je répète. Ne trichez pas, là, parce que j'en ai déjà vu, hey, même dans des salles de formation ou même dans une salle de classe, j'ai des jeunes qui essaient de flipper puis plier du papier. Donc, pensez-y, visualisez-le. So, je plie mon papier, je le replie de l'autre bord, je le replie vers le bas, je coupe, puis ensuite je le déplie A, B, C ou D. Et là, je donne, là, quand il y a beaucoup de monde, je donne beaucoup de temps à penser. Je vais même prendre une bonne gorgée. OK. Est-ce que tout le monde a réussi à comme avoir une idée, là? Même si c'est juste un gut feeling, là, quelque chose là, du cœur qui dit je pense que c'est ça, mais je ne suis pas certain. Parce qu'il faut au moins savoir, est-ce que c'est A, B, C ou D? Dans la boîte du chat, rentrez vos lettres tout de suite. Puis si on était plusieurs, je pourrais dire, on va le faire en cascade, là, où ce qu'on fait juste taper, puis on attend, puis ensuite le go, tu pèses Enter, là, puis ça, là, tu vois toutes les choses. Mais rentrez vos lettres que vous croyez que c'est. A, B, C ou D. Hmm. Oh, déjà, juste deux personnes, déjà, on a comme deux opinions différentes. OK. Oh, là, on a deux A et un D. OK, intéressant. OK. Et là, on va verbaliser. OK? Donc, les deux A, un des deux, là, soit Ossine ou Claudia. Pourquoi tu as choisi A?
Alors, moi, j'ai choisi A parce que j'ai essayé de visualiser, effectivement, la technique de visualiser. J'ai plié dans ma tête. Donc, je me suis dit, ben, si je le... Ben, un, déjà, ce qui m'a fait choisir, c'est que j'ai vu les ciseaux qu'on a coupés sur un seul bord. Et quand moi, je voyais un seul bord a été coupé, honnêtement, pour moi, c'était le A qui se rapprochait le plus. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas grande modification dans ce qu'on avait coupé. C'était juste les ciseaux. Donc, dans le fond, c'était juste les bords qui devaient être affectés. Comparé au B, au D, où on a déjà des vides au milieu et sur les bords. Donc, par élimination, même déjà pour les autres, j'ai pensé au A. Ouais, Donc, ça cool. Et fait moi, comme enseignante, j'ai un sens, puis je sais où je veux m'en aller avec tout ça. Hein? Mais donc, je vais aller chercher peut-être quelqu'un qui est comme pas d'accord avec toi, mais pas du tout. Hein? Donc là, j'irai D'accord, chercher ça quelqu'un marche. comme D. Comment ça? Pourquoi donc Fazia? Pourquoi tu as choisi D, toi? Parce que là, décidément, Claudia est garantie, elle est dure comme fer. Puis elle a même de l'appui. Là. Rosine a même voté pour A aussi. Donc, pauvre Faiza, je te mets sur le spot. Tu es la Oui, seule qui oui, a voté D. pareil, moi j'ai visualisé, puis j'ai essayé d'imaginer, et là on coupe avec le ciseau. Donc j'ai imaginé cette figure-là. OK, cool, intéressant. Et souvent, comme il n'y a pas, comme je ne vous cache rien, mais quand on est plusieurs, j'ai des A, j'ai des B, j'ai des D même, mais j'ai jamais de C. Puis là, tu sais, encore là, et là, ça brûle. Là, les jeunes ou les enseignants ou tout le monde sont comme, peux-tu juste le faire comme je veux, un morceau de papier pour le faire? Et c'est ce brûlage-là qui, pour moi, est intéressant. Parce que plus on retient la vérification, plus on s'amuse. Et là, là, je me pose la question, moi, je suis le facilitateur mathématicien ici, là, derrière notre cercle d'apprentissage. Donc, pourquoi ça ne peut pas être C? Là, je poserais cette question-là, puis là, on aurait une autre discussion. Fait qu'il y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire pourquoi est-ce que ça pourrait jamais être C? Puis moi, j'ai une intention mathématique dans cette question-là qui était très, très simple. C'est la symétrie. Donc, est-ce que C n'est pas un bon choix parce qu'il y a un manque de symétrie? Or, quand on fait tout le pliage, on devrait avoir quelque chose de symétrique. Donc, A, B puis D sont peut-être toutes vraisemblables, mais en quelque part, C, ça serait impossible. Donc, il y a plein de conversations qui se passent comme ça. Et là, ça brûle, ça brûle, ça brûle. On arrive, on va le faire. Fait que là, je pense que vous voyez, ouais. Fait que je vais prendre mon papier, on va vraiment le physiquement, là, puis vous pouvez vérifier que je fais tout comme il faut, là. So, je le plie en deux vers le bas. OK? So, j'ai plié en deux vers le bas. Là, je plie, puis je pense, je ne sais pas si vous êtes en miroir, mais je pense que ça marche si je fais ça, right? Ça, c'est comme ça, comme la flèche m'indique sur mon image. Je ne sais pas si mon image est reversée là, avec tous les trucs de Teams, là. Et là, je replie vers le bas. Ce n'est pas un truc de magie, là. Je ne veux pas le mettre. OK, donc là, je vais couper ce coin ici. C'est bien ça? Oui, parce que j'ai plié sur ce côté-là. Donc là, je m'en vais sur là, je m'en vais chercher ma paire de ciseaux et je vais couper le petit coin ici. Et là, là, ça brûle. D'habitude, j'ai une salle de classe qui est en train de comme bouillonner, là. Puis là, moi, je prends mon temps, puis c'est là où c'est super cool. OK, là, je fais un premier dépliement. OK, comme ça. Puis là, je pose la question, y a-t-il quelqu'un qui veut changer son choix? Est-ce que ça peut être A, B ou D maintenant, à cette heure que je suis rendu là, là? Là, souvent, il y a des gens, oh my God, je veux changer mon idée. OK, tu changes ton idée, let's go. Pourquoi on change et on stretch ça? Une question qui pourrait être super simple si j'avais plié tout ça, puis on aurait fait, est devenue très, très, très riche parce qu'on prend notre temps pour visualiser, verbaliser. Donc là, je le redéplie à l'envers comme que j'ai fait, et puis je le redéplie une fois encore, il faut que je me mette devant. Et qui est le gagnant? Pas un! Il n'y a pas un chat qui l'a trouvé, c'est B. Oh my God! Puis vous êtes tous des mathématiciens, là.
Non, je fais des farces, mais quand même, c'est incroyable. Et souvent, j'ai des comme batailles, là. J'ai des batailles entre le camp B puis le camp A. C'est comme, non, il faut que ce soit ça parce que les coins, puis non, moi, je pense que... Et tout d'un coup, quand c'est B, ben là, j'avais une classe de 50, OK? Ben, une classe, un atelier de 50. Il y avait une personne qui avait choisi B. Tout le monde était soit A ou D. Puis ça se bataillait A ou D, A ou D. Puis une personne avait B. Puis il ose dire, comme il levait sa main, tu sais, j'ai dit, ah oui, puis là, il travaille son raisonnement. Et là, quand on fait la vérification, ben là, oh my God, ce gars-là, il était comme au ciel. Oser prendre la position quand on pense, c'est correct ça. Puis même si on n'est pas correct, c'est correct aussi. Comme j'adore que vous avez choisi A, puis ton raisonnement, Claudia, était excellent. Puis même pour le D, c'est le fun de pouvoir penser à ça. Ah, ça doit être un trou. Il doit y en avoir deux parce que j'ai fait des trous, puis ça trouve. En tout cas, tout le raisonnement est là. Donc, j'adore visualiser, verbaliser. Prenez le temps de visualiser, leur dire, OK, pas un mot, là, regardez dans votre tête, pas de calcul, pas de papier, pas de crayon, pas de calculatrice dans ta tête. Pense-y. Puis c'est là où on commence à vraiment développer une belle... OK, il faut que j'avance. Donc, voici un autre. Par exemple, quelle fraction de la surface du carré est colorée en vert? Et souvent, j'ai des gens qui sont comme, ah, c'est... Puis ils disent le numéro de la fraction sans que les gens puissent y penser. Puis en fait, j'ai tellement aimé cette question-là que je porte le T-shirt. Fait que, juste pour vous dire comment j'adore cette question-là, elle est partie de mes T-shirts. On ne va pas le faire parce qu'on va avancer quand même, mais très cool. Quand tu y penses, puis tu regardes la structure, puis il y a plein d'idées, c'est vraiment cool aussi. OK, so on a comme genre fait un petit débat mathématique avec notre visualisation, notre VVV. Puis vous allez voir que VVV est pratique partout quand on a des grandes questions comme ça, fait que vous pouvez utiliser ça. Et là, on va commencer avec un autre débat que j'adore beaucoup. Puis que je pense, Louis, tu as déjà fait, mais j'ai une bouteille d'eau ici que j'ai. Vous l'avez à l'écran aussi. Donc, cette bouteille d'eau-là, je vous demande la question, est-ce que la circonférence, donc est-ce que la circonférence de cette bouteille-là, OK, est plus petite, égale, soit plus petite, égale, incluant le bout ici, là, incluant le capuchon, là, plus petite, là, je ne sais pas si plus petite, égale ou plus grande que ma bouteille. Sur la circonférence de la bouteille, est-ce qu'elle est plus petite, égale ou plus grande que la bouteille? Et là, on commence à visualiser. Et donc là, dans un grand groupe, je mettrais tous les gens qui pensent petit ensemble, tous les gens qui pensent égal ensemble, puis tous les gens qui pensent plus grand ensemble. Puis discutez-vous pourquoi vous pensez à ça. L'idée, c'est de se parler de ça. Là, on fait la verbalisation. On a fait la vérifier, je veux dire la visualisation. Là, on va verbaliser ensemble en groupe. Souvent, un jeune va avoir une idée, mais il n'a jamais les arguments mathématiques. Et c'est en jasant avec les autres qu'il dit, comme par exemple, « Ah, t'as-tu vu? Il y avait sa main autour de la tasse, puis il y avait comme un espace là. » So, je me demande comme, tu sais, c'est à peu près, ça serait être à peu près la même hauteur. Donc, on développe des arguments en groupe. Puis après ça, on se rencontre une deuxième fois, mais cette fois-ci avec quelqu'un qui ne pense pas comme nous. Puis c'est là que je veux la chicane. C'est là où je vais avoir cette bataille-là. Moi, je pense que ça va être plus petit. Ah ouais, moi, je pense que ça va être plus gros. Ah ouais, pourquoi? Puis là, je veux que plutôt, avant, on pensait pareil pour se développer nos arguments, mais là, on pense différemment, puis ton but, c'est de convaincre l'autre que c'est toi qui as raison. Là, c'est bruyant, ça se parle, puis moi, je pense que c'est ça, puis là, mais ils sont tous en train de faire des maths et de parler, puis de se poser la question. Puis en fait, c'est vraiment cool parce que c'est une belle question, celle-ci aussi. Fait que là, après ça, on fait la vérification, si vous voulez, encore. Le VVV arrive dans cette partie-là. Puis on va vérifier. Donc, juste pour le fun, les trois qui vous êtes ici, est-ce que vous pensez que c'est plus petit, égal ou plus grand, la circonférence? Si je prends la circonférence puis je la mesure, qu'est-ce que vous pensez? Plus petit, plus égal ou plus grand?
plus petit. OK. Donc là, toi, tu es dans le camp du plus petit, c'est excellent. Il y en a qui pensent comme Faiza. C'est le fun de voir les gens se gratter la tête un peu encore. Je pense que c'est ça mon but comme enseignant, de faire gratter, de s'assurer que tous les élèves se grattent la tête un petit peu au moins. Vas-y. C'est Claudia? Oh, il y a quelqu'un qui a son micro. C'est Claudia. Claudia, tu as ton micro allumé. Plus petit, toi aussi? Oui, plus petit aussi. OK. Et Ossine qui dit égal. Cool. OK. Bon, ben là on pourrait avoir toute une bataille parce que là, Ossine, il est tout seul là, tout d'un coup. Là. Il y avait un chum tantôt, là, mais là, il est tout seul à penser égal. Donc, on pourrait avoir toute une conversation et tout, mais quand même. Vous êtes prêts à la vérification? On y va. C'est un petit peu plus vite que ce que je ferai en salle de classe, évidemment, mais on va le faire. Donc, je vais le mesurer en centimètres. Donc là, vous allez, OK, je me mets devant. Vous allez être témoin, là. OK, so, une seconde, si je peux arrêter mon... OK, une seconde, je vais me mettre en avant. OK, vous voyez le point ici? OK, c'est 26 cm. Bien ça? Oui. Sur le rayon, la circonférence, elle fait 26 cm. Vous êtes prêts? 26 cm. OK. Donc, je mets ça ici en bas, là. Je ne triche pas, je suis juste là. Et puis là, on commence. Là, je prends mon temps. Puis tout le monde dit, oh my God! Puis là, je dis, oh, OK, je suis rendu à 12 cm. Est-ce qu'il y en a qui changent d'avis? Puis là, je pose. Puis là, je commence à tirer. J'arrive. OK, là, on arrive au point égal. Je suis rendu à 23. Oh my God, 24, 25, 26. Ça, c'est 26, mesdames et messieurs. 26. 26. La circonférence, elle est plus grande que la bouteille. Ah ben là, je suis certain, encore là, vous êtes tous des mathématiciens, là. Puis il n'y a pas un chat qui a dit plus grand. Intéressant. Non! Oui, effectivement, Ossine, c'est bien ça. Et là, on se pose la question, et là, il y a des retours plus tard. Hein, est-ce que toutes les bouteilles sont comme ça? Est-ce qu'il y a des bouteilles qui ne le sont pas? Puis pourquoi qu'une bouteille pourrait être comme conceptualisée comme ça? Y a-t-il une raison pour pas qu'elle tombe ou whatever? C'est-tu le maximum du volume? En tout cas, donc c'est une belle question à faire et certain, donc ça engage les neurones. Donc, un autre que j'adore, c'est quel est l'intrus? Puis ici, bon, j'ai une question, mais pour ceux à l'élémentaire, si vous allez sur le site web qui est juste en bas là, c'est en anglais, which one doesn't belong, wodb.ca. Il y a plein de 4 carrés comme ça. Puis ici, ce que je fais, c'est que je fais un pense, parle, décide. Donc, il y a 4. Quel est l'intrus? C'est quel qui n'appartient pas au groupe, si vous voulez. OK? Puis on regarde les 4, puis on peut se demander. Évidemment, ça, c'est plus 7, 8, 9, là. Mais quand même, on regarde, puis je vais vous vendre le punch là parce que je vais avancer plus vite, mais chacun de ces 4 réponses-là peut être l'intrus pour différentes raisons. OK? Donc, ça, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tu peux décider pourquoi tu as choisi celui en haut à gauche, par exemple. Ah, il n'y a pas de... en fait, l'ordonnée à l'origine est 0. Ah, les autres ne passent pas par 0. D'accord. Donc, on pourrait avoir celle en bas à gauche. Ah, la pente, elle est négative, donc on va avoir une droite qui est plus penchée. Donc, chacun des 4 a une raison d'être l'intrus. Et donc, tu penses, tu parles, puis tu décides, puis là, tu as la bataille mathématique entre tout le monde. OK? Donc, une autre belle façon, puis il y en a plein jusqu'à l'élémentaire avec des images, des comptages, puis c'est vraiment une belle technique. J'ai flippé un peu cette technique-là aussi, puis je me suis dit, ça serait cool de voir qui appartient avec nous. Fait que là, je suis plus en 9e, peut-être 8e aussi. J'ai des systèmes d'équation maintenant, puis j'ai OK. Qu'est-ce qui appartiendrait là? Donc, imaginez le travail qui doit se faire pour essayer de voir, je veux avoir quelque chose qui appartient avec les 3 autres, qui est semblable avec les 3 autres.
là, je ne vous vends pas le punch, mais quand on fait de la résolution de problème, on arrive à un x. Donc là, ça serait de créer une autre équation qui a un x d'une valeur, je me souviens, de 5. Et puis, c'est toujours x qui est égal à 5. Donc, il faudrait avoir une formule qui disait une équation qui a le x qui est égal à 5. Encore là, c'est vraiment cette idée-là de bataille mathématique, parce qu'il y a plein de différentes réponses. Puis non, moi, j'ai la bonne réponse. Donc, on y va. OK, on est rendu à une autre stratégie. J'en ai quelques-uns. Là, on est rendu à la troisième, je pense, je ne me souviens plus. Poser des questions ambiguës. OK. Donc, des questions comme ça ici, je trouvais ça drôle parce que je l'ai déjà présenté à quelqu'un, puis à un moment donné, on dit, ben, c'est parce que tu ne poses pas la question comme faux. J'ai dit, ben, exactement. Quelle figure contient le plus de mauve? Et là, Austin, si je pouvais juste prendre des photos de tes réactions des questions, là, ça serait comme, tu viens de faire ma journée, mon mois, je pense. Parce que Austin a un visuel, les yeux ont fait, hein, qu'est-ce qui se passe? Faut que je regarde comme faux. Donc, c'est super cool. Donc, quelle des figures, le A ou le B, contient le plus de mauve? B, OK. OK. Là, Juliette, il faudrait que je te dise, mais pourquoi? Oh, on a 2 B, OK. Moi, je pense le B parce que le A, c'est juste la moitié. Si j'envoie les fractions, le mauve pour la figure A représente la moitié. Alors que pour la figure B, ça dépasse la moitié. Donc, c'est pour ça que la figure B a plus de mauve. Ah, très belle. Donc, ce raisonnement-là, je le trouve tellement bien. Donc, elle a vu le tout, puis elle dit que le A, il y en a une moitié, B, il y en a peut-être un 2/3 quasiment, on va dire. Hein? Pas certain, mais il faudrait calculer. Mais donc, il y a plus de mauve dans le B qu'il y a dans le A parce que le tout est différent. C'est un peu ce que tu as cerné, right? Puis là, tu as Essine qui dit 30 secondes. Il y a peut-être une autre réponse, lui aussi, pas certain. Yesh Boussi a une réponse. Juliette est en train de taper. Excellent. Pourtant, une petite question comme ça, mais ça fait jaser cette question-là. Vous ne savez pas comment. A, c'est 2/4, puis B, c'est 2/3. Oh, cool. OK, tu l'as mesuré un peu. Donc dans le B, il y a plus de mots par rapport au tout. OK. Cool. Intéressant. Il y en a qui pourraient me convaincre, mais c'est le même montant de mauve d'un deux. C'est juste que la proportion, elle est différente dans chacun. Mais tu as le même montant de, mettons, si c'était des millilitres, right? Puis là, c'était drôle parce que je pense que c'était un vendredi à un moment donné, puis il y avait un groupe d'enseignants, puis ils dit, ben, regarde, moi, je vois ça comme un cocktail, OK? Moi, je préférais avoir le cocktail B parce qu'il est plus fort. Mais c'est vrai que je vais avoir vidé le même montant d'alcool dedans. Fait que celui A, il est un peu plus dilué, mais tu vas en avoir plus à boire. Mais tu as le même montant d'alcool. Fait comme, ah, cool, OK. Fait que les deux sont égales dans le fond. Donc, encore là, il y a quelqu'un qui a levé la question. Moi, mais ta question est mal posée parce qu'il faudrait que ça soit comme lequel qui a la plus grande proportion. Je dis non, elle est posée comme ça pour qu'on puisse faire ressortir cette idée-là de proportionnalité. Donc, vous voyez comment ça fait penser plutôt que juste dire lequel a une proportion plus grande. Ouais, ça aurait été fait, c'est fait. Il y a un niveau cognitif assez bas. Hein? En voilà un autre juste pour se pratiquer un petit peu. Si le poids d'un chien passe de 5 kg à 8 et celui d'un autre chien passe de 3 kg à 6, quel est le chien qui a le plus grossi? Le deuxième chien a grossi le plus, OK? Pourquoi, Faiza? Parce Ça, c'est que mon follow-up. le premier chien, c'était 5 kilos, puis ça devient 8 kilos. Le deuxième, de 3 à 6, c'est le double. Donc, c'est lui qui est le Oh! plus grossi. OK, donc toi, tu utilises une valeur qui est comme proportionnelle entre les deux. Donc, un, c'est le Ouais, double, l'autre, c'est pas tout à fait le double. ouais, Donc, c'est le ça. deuxième chien aura grossi le plus gros. OK, cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre réponse qui pourrait me convaincre d'un bord ou de l'autre, là?
Vas-y, Hossein, tu peux allumer ton micro quand tu veux. Vas-y. Oui, bonjour. La réponse est une autre proposition, c'est que le coefficient de proportionnalité dans la deuxième est supérieur au coefficient de proportionnalité à la première. Oui, tout à fait, exactement. Donc, encore là, on est en train de parler de proportion et de coefficient de proportionnalité. Excellent. Fait que là, c'est les mots, puis les mots justes. Il y en a qui utilisent d'autres mots. Là, on va utiliser les vrais mots. Puis là, le temps d'introduire du vocabulaire maintenant arrive. J'ai ici Yeb qui dit « Chaque chien a grossi de 3 kg pareil, donc aucun. » Donc, ça, puis Juliette, c'est Juliette, oui. Tu as comme tu as raison, toi aussi. Donc, ça, ce n'est pas une valeur proportionnelle, mais c'est une valeur absolue. Les deux ont augmenté de 3 kg. Donc, c'est pareil, ils ont augmenté du même montant. Donc là, OK, là, on pourrait dire, bien, OK, celui qui a le plus grossi, est-ce qu'on va avoir une proportionnalité? Est-ce qu'on voulait avoir une valeur absolue? Là, cette idée-là commence à flotter, puis on se pose la question. Et de là arrive notre concept de proportionnalité et de valeur absolue. Donc, les deux, vous avez toute raison. Puis il y a quelqu'un encore qui a dit, moi, mais tu as mal posé ta question. Oui, bien justement, exactement. C'est cette question-là ambiguë que je cherche pour aller chercher notre vocabulaire, notre pensée, un peu notre bataille. Encore là, on peut faire une bataille. Moi, je pense que c'est pareil. Non, moi, je pense que c'est le numéro 2. Donc, c'est vraiment sharp. On peut. Puis, ce qui se passe dans ta salle de classe, c'est les gens parlent, communiquent, se posent des questions, se grattent la tête. C'est ça qu'on veut voir dans nos salles de classe. OK, on y va avec un autre. Donnez un exemple complexe, difficile ou un exemple simple et facile. OK. Celui-là, on va peut-être y aller assez rapidement, je vous avoue. Ça, c'est comme du niveau de 9e année, là, comme il faut. Mais quand même, vous allez vous gratter la tête peut-être. Donc, imaginez, j'ai cette situation d'apprentissage-là, les jeunes rentrent dans la salle de classe, puis j'ai juste question-là au tableau. La solution d'une équation plutôt simple est de 3,5 de plus qu'une équation plutôt complexe. Que pourraient être ces équations? Et là, j'ai encore les gens qui me regardent, puis ils regardent comme ils se grattent la... Oui, mais ce n'est pas une question mathématique. Il est où juste le 3x est égal à 50, là, puis que je peux résoudre quelque chose? Et où la procédure? Il y en a qui sont tellement choqués qu'ils n'ont pas de procédure à faire. Mais en fait, ils sont en train d'en faire beaucoup de procédures. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils pensent à la compréhension de la question. Ça veut dire quoi, ça, créer une équation? Ça veut dire... Puis là, il y a des mots flexibles comme simple puis complexe, plutôt simple, plutôt complexe. Pour toi, c'est quoi une équation simple? Bien, je n'ai eu un qui a dit, c'est quoi? X est égal à 4. All right, cool. X est égal à 4. Super facile équation, la plus simple que tu peux avoir. Puis là, son équation complexe, oh my God, il est allé chercher des sinus puis des affaires, puis il est arrivé à tout sinus de x, je ne sais pas trop, whatever, c'est égal à 0,5. Right? Donc, l'équation de la plus simple, c'était 3,5 plus, en tout cas. Donc, c'est cette idée-là d'un point d'entrée pour tous. Tout le monde peut commencer là, avec cette question-là si on n'est pas comme... Évidemment, tu as besoin d'un minimum de plancher. Ça dépend dans quel plancher que tu es. Right? Mais dans ton cours de 9e année, tout le monde peut commencer à ça. Puis, mais on peut aller à une complexité super accrue. Puis s'il y a quelqu'un qui veut toucher de la maths comme super complexe, ils peuvent se rendre à toutes sortes de choses. Mais très, très sharp, puis des conversations, et tout le monde a des différentes solutions. Et pourtant, c'est la même question. Donc, encore là, c'est démystifier ce qu'on cherche. Moi, je ne cherche pas la bonne réponse. Je cherche la compréhension. Tu comprends-tu ce qui se passe? Puis où est-ce que ça s'en va, tout ça? En voilà un autre qui pourrait se faire en 7e ou 8e. Une figure plane simple à une aire de 40 cm². OK? Puis une figure composée a le même périmètre que la figure plane simple. Que pourraient être ces deux figures-là? OK, bien là, il faut que tu te grattes la tête, là. Donc là, tu fais une figure plane simple. Ça peut être un carré, un triangle, un rectangle, un cercle. Ça pourrait être tout ça. OK, tu décides que l'air est 40. Comment est-ce que l'air peut être 40 cm²? Bon, bien, un carré,
Un carré, si je fais un carré, ça va être weird. Je vais faire un rectangle. Ça va être 4 fois 10, mettons. Ça va être 40. OK, ça va être ma figure simple. OK. Mais il y a quelqu'un qui peut décider de faire un carré, puis ça va être la racine carrée de 40, imagine-toi. Donc là, ça va être comme un 3 points quelque chose chaque. OK, cool. Là, ça, c'est le périmètre. OK, so là, tu fais une figure composée, puis là, tu peux mettre des critères comme prof aussi. Il faut qu'il y ait au moins un demi-cercle. Il faut qu'il y ait au moins un triangle rectangle. Il faudrait qu'il y ait, comme tu peux te mettre des critères aussi plus dépendant de ce que ton intention pédagogique de la leçon. Et là, il y a plein de belles réponses, puis des beaux dessins, puis par la fin, ça, c'est une question comme ça peut durer toute la leçon. Mais regardez ce qui sort, par exemple. Toute mon intention est là. On sait exactement comment créer une question, comment développer l'air et le périmètre d'une figure composée et une figure plane simple. Phew! OK. Donc, prochain. Trier en 2 ensembles. Je pense que c'est le dernier, qui n'est pas pire parce que, regarde, ça me donne 5 minutes, 7 minutes pour finir, puis après ça, on peut discuter de plein de choses après. So, trier en 2 ensemble. Celle-là, on a du temps pour la faire, on va la faire. Je vous présente des situations, si tu veux, là, des expressions. Je vais séparer ces expressions-là en 2 ensembles. Une fois que vous avez séparé ces expressions-là en 2 ensembles, vous allez ajouter au moins un ensemble dans chaque. Un exemple, je veux dire, dans chaque ensemble. Celui-là, je vais vous donner, c'est des pourcentages. Je pense que c'est accessible à tous à ce moment-ci. Parce que moi, je ne vous connais pas, mais je pense que vous avez au moins la base, ce plancher bas. Tout le monde a un point d'entrée ici. Et ça, ces 2 ensembles-là, je m'en sers souvent parce que, encore là, vous êtes en train de faire plein de calculs. Donc, plutôt d'avoir une page de calcul pour faire plein de pourcentages, ici, il y a une intention. C'est de voir un patron. Qu'est-ce qui les met en commun ensemble, en 2 ensembles? Puis ensuite, comment est-ce que je pourrais en créer un autre? Je ne sais pas si je peux dessiner sur mon affaire. Je pense pas, hein? Si on regardait ces pourcentages-là, voir quels pourraient être ensemble. C'est quoi le critère pour avoir ces 2 ensembles-là? Hmm. Puis là, je pourrais vous donner accès aussi à une calculatrice si on veut le faire aussi. Mais il y a un patron qui se développe dans tout ça aussi. Il y a quelque chose qui fait qu'on peut les séparer en 2 ensemble. Je ne sais pas s'il y en a qui le voient comme c'est là. Oui, hein? Ah, je suis d'accord. C'était le seul qui a sa caméra, donc tu vois, c'était un chèque. Donc, peut-être pour le temps aussi, là, vous pouvez voir que ici, le 5 de 12, okay, c'est la même chose que 12 de 5. Donc, ça fait que ces deux-là vont décidément ensemble. Okay. OK. Donc là, on pourrait comme penser à ça. Donc, 5 de 12, c'est la même chose que dire de 12 de 5. En fait, c'est très intéressant parce que c'est une multiplication. 5 c'est quoi? C'est 5 sur 100. C'est 5 centièmes. 5 centièmes fois 12. Et ben, la multiplication, elle est toute commutative. Donc, tu peux dire 12 centièmes
fois 5. Tout est interchangeable ici. Donc, mais ça raconte deux différentes histoires. Là, je pourrais prendre ça et dire, OK, bon, on va aller dans mon autre stratégie. Quelle histoire ça raconte? 5 de 12 ou 12 de 5? C'est deux histoires très séparées. Mais quand même, ils ont un lien ensemble mathématique. Donc, c'est les deux, ils ont la même réponse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont à peu près la même réponse comme ça? On pourrait-tu utiliser une autre technique de multiplication? Par exemple, le 15 de 4 puis le 2 de 30. Pourquoi celui-là serait genre semblable? Parce que j'ai appris en multiplication, je peux doubler puis diviser par 2. Ça fait que si je double le 15, je divise le 4 par 2, puis là, je fais ma multiplication inversée comme ça, j'arrive à 2 de 30. C'est le même pourcentage. Là, il y a plein de liens comme ça mathématiques qui se fait pour créer des ensembles. Donc ici, 10 de 8. Très intéressant. Encore là, ça devient la même chose. Si je double, ça va aller avec le 12 et le 5. En tout cas, on fait des ensembles comme ça, puis on crée un troisième. Ça prend du temps, là. Puis, mais on a un peu moins de temps qui nous reste, donc on va avancer. Mais super. J'en ai un autre pour ceux qui aiment beaucoup plus les équations comme ça. Celle-là est vraiment sharp aussi. Séparer ces expressions en deux ensembles, puis encore là, on va en créer. Fait qu'encore là, c'est l'idée de résoudre, pour voir c'est quoi les patrons. Mais je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme des choses intéressantes qui se passent là. Ça fait que j'ai 2x ici, plus 3 est égal à 10. J'ai aussi 2x ici, plus 3 est égal à 10. J'ai aussi 2x plus 7 qui est égal à 14. Oh, cool, il y a comme un lien ici. Donc, si je commence à regarder un petit peu, ça, c'est 3 de plus, ça, c'est 7. Ici, ça va me donner 7. Oui, on a rajouté 4 à chaque fois. 4 à 3 et 4 à 10. Oh, c'est ça, exactement. Exactement. Donc là, il y a des patrons. Fait on pourrait faire des sous-ensembles assez rapidement. Puis on commence à pas juste regarder une équation parce qu'il y a une procédure à faire pour la résoudre, mais avoir des patrons. Comme on commence à voir des choses puis unifier. Puis c'est ce qu'un mathématicien fait. Donc, il catégorise, il met en ensemble, il essaie de confirmer des choses. Donc, c'est plus que juste résoudre une équation, c'est vraiment d'aller chercher un concept de l'équation. Vas-y. Oui, en fait, dans tes patrons, c'est comme c'est des patterns aussi. Hein? Oui, des patterns, oui, exactement. Oui, exactement. On a aussi 3x plus 9 égale 17 qui s'assimilera à 3x plus 2 égale 10. On voit qu'on a rajouté 7 à 2 et 7 à 10. On a 9 et on a 17. Exactement. Voilà. Donc, tu vois les liens et tout ça, ça commence à vraiment créer. Puis là, je te demande d'en créer un autre pour faire dans cet ensemble-là. Donc, oui, OK, mais là, tu commences à créer. Donc, c'est vraiment, vraiment un travail très, 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 très bien. Mais toi, comme prof, il ne faut pas t'oublier ton intention. Puis, celui-là prend un peu plus de temps à préparer, je dois dire, parce que là, toi, il faut que tu penses à tes ensembles, qu'est-ce qui les met en commun. Puis là, donc, c'est un peu plus tough, mais quand même, c'est intéressant de penser à ce style d'enseignement-là. Cool. OK, donc ça, c'était les 7 que j'ai présentés, les 7 stratégies. Mais il y a d'autres choses qui aident, par exemple. La disposition de la salle de classe aide beaucoup. Donc, celle à gauche, ici, on voit qu'il y a de la communication qui se fait. Puis, je dis que faudrait que les gens du secondaire aient voir ce qui se passe un peu à l'élémentaire. Puis je dis ça, mais ça l'a changé aussi énormément. Dans plusieurs des classes, on voit au secondaire, on voit beaucoup plus de choses comme ça à gauche, avec des aménagements flexibles et tout ça. Ici, c'est pas mal difficile d'avoir une conversation avec le dos de la tête de quelqu'un. À moins que tu te tournes de bord et tout ça. C'est qui est le star du show ici? C'est le prof en avant. Et donc, c'est lui qui parle, puis les autres écoutent. Right? Il n'y a pas vraiment de stuff, de conversation et de choses riches qui peuvent arriver. Si vous regardez cette classe ici, ils arrivent, mettent tout leur sac en avant, puis ça, c'est le bureau du prof, là. Fait que le prof, il n'y a plus de bureau, là. Dans ça, c'est une école secondaire en passant.
Puis lui, tout son matériel de manipulation, il est sur son bureau, puis en fait, il n'y a pas de bureau. Puis tout est amovible. Fait que là, il y a une salle de classe qui sont toutes au là, puis ils se parlent toutes où ils peuvent bouger les pupitres, etc. Comme ça ici. Ils sont debout, sont en train de faire des maths ensemble, ne sont pas assis à leur pupitre, assis devant. Je dis ça, ça commence à changer énormément. Mais essentiellement, là, ce qui est malheureux, c'est que depuis la COVID, on était en mode comme ça ici, à gauche, là, à droite, je veux dire. Malheureusement, on s'est séparés, tout ça, tout ça. Là, on va prendre un peu plus de place, puis on va pouvoir travailler ensemble, je suis certain, puis aménager nos salles de classe. Ça aide énormément. OK. Ben, ça, j'avais donc les 3 prochaines questions. Ça, c'est des questions du testing de l'OQRE de 9e année. Puis je me suis avoir plus de temps, je dirais, OK, on pourrait transformer ces questions-là à l'aide d'une de nos 7 différentes stratégies. Puis donc, peut-être que vous pouvez la lire. On a encore, il nous reste quand même 10 minutes, un bon 13 minutes. Donc, lisez la question, puis essayez de penser à comment est-ce que je pourrais la transformer pour qu'elle soit un peu plus riche qu'elle l'est là. Donc, on va la lire ensemble pour ceux qui dimension d'une sphère et d'un cône. Tous les deux en bois sont illustrés ci-dessous. Si j'ai un diamètre de 6 cm, là, j'ai une hauteur de 9 cm. Ces deux solides ont le même rayon. OK. Détermine la différence de volume entre ces deux solides. All right. Fait que là, moi, la première chose que je fais, je dis, OK, c'est quoi les étapes? Donc, il y a une procédure. Je sais que le rayon, c'est le double, le diamètre, c'est le double du rayon. Donc, ça va être 3. Donc, le rayon est 3. Ça, c'est 3 aussi. Bon, OK, là, j'ai la formule de la sphère. C'est sur ma page de formule. Excellent. Je calcule le volume de la sphère avec un rayon de 3. Ici, j'ai la hauteur du cylindre. Puis, je sais que c'est, un cylindre, c'est une demi. J'ai encore ça sur ma formule. Je fais un moins l'autre. Boum, j'arrive. So, comment je pourrais modifier, transformer cette question-là avec toutes les une des 7 stratégies que j'ai pour la rendre plus intéressante que juste appliquer la formule? La seule difficulté ici que je vois, c'est comme s'assurer que le rayon, c'est 3, là, parce qu'ils ont donné le diamètre dans l'image. Bon, c'est pas très, très, très cognitivement très riche. Hein, c'est comme dans la première, là, ça serait pas mémorisation, mais ça serait des procédures, mais sans lien. Il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. C'est correct si vous n'avez pas une solution encore, là, ça serait peut-être d'aller revoir les 7 puis arriver, mais comment est-ce qu'on pourrait transformer ça pour la rendre un peu plus intéressante? Un peu plus de grattage de tête. J'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de grattage. Tu le sais ou tu ne le sais pas, là, ici. Right? Je peux vous dire un peu ce que moi je ferais. J'enlèverais les mesures, d'abord. Puis je dirais que les dimensions d'une sphère d'un cône, ça va, sont illustrées ci-dessous. Je ne dirais pas que les deux ont le même rayon pour tout de suite. Je ne dirais pas de déterminer le volume. Vas-y. Je m'excuse, j'ai pensé la même chose. Ah, On ne dit cool. pas ces deux solides dans le même rayon. Soit il a le double, soit l'autre diamètre, soit il a le double, quelque chose comme ça. Ah, cool. Exactement. Puis dire peut-être, la question, ça serait lequel est le plus gros? Lequel contient plus de bois? Puis là c'est comme, bon, il faut que je fasse des mesures, etc. Donc, c'est de pouvoir reconnaître des choses comme ça, puis les stratégies pour faire penser plutôt que juste de faire faire. Right? C'est moi, quand que je commence une leçon, puis je suis en train de planifier pour le lendemain, puis je me dis, OK, plutôt que de leur dire, qu'est-ce que je vais leur faire faire demain? Bien, si tu leur fais faire quelque chose, tu n'es pas en train de leur faire penser. Right? So, tu devrais dire, à quoi je veux leur faire penser demain?
Peut-être que mon but, c'est de leur faire penser que le rayon, c'est le double du diamètre. Puis je veux vraiment parce que j'ai vu que l'autre jour, il s'était trompé, puis tout ça. Peut-être ça, c'est mon intention. Mais quand je prépare ma leçon, je pense toujours à quoi je veux leur faire penser demain. Puis quelle stratégie, quelle question que je vais prendre, puis comment je vais la transformer pour leur faire penser à ça. OK. On y va avec une autre. J'en ai une autre qui est intéressante. C'est quoi? Je vais passer à l'autre, celle-ci. Ça, c'est une question de choix multiple qu'on voit souvent dans les l'OQR, right? L'équation ci-dessous représente la relation entre le coût total d'une visite à un parc d'attractions, C en dollars, en fonction du nombre de baies achetées pour le manège B. Fait que C est égal à 2B plus 5. Bon. Camira dépense 19 $ lors d'une visite au parc d'attractions. Combien de billets a-t-elle acheté? Bon, là, tu as A, B, C, D. Bon, question à choix multiple. Comment est-ce qu'on peut la rendre riche, celle-là? En fait, ça, c'est des questions que j'utilisais avec mes élèves pour nous pratiquer pour le testing provincial, souvent, mais je faisais toujours la twist de changer un peu, pour faire penser. Puis c'est là où les conversations de autant plus riches. C'est pas évident, hein, transformer des questions. Ça prend du temps, puis ça prend, mais plus tu en fais, plus ça devient un peu plus facile. Parce que tu sais où ce que tu veux juste faire gratter la tête de tes élèves, donc c'est de faire penser un peu. Celui-là, pour moi, oh, vas-y, Austin, vas-y. Tu peux ouvrir ton. Ah oui, tu as fait le calcul, c'est 7. OK, cool. Fait que tu as trouvé la bonne réponse. Excellent. Ça, c'est une bonne étape là-dedans aussi, c'est certain. Ah, right on. OK, vous avez fait comme. C'est plus fort que vous autres. Hein? C'est comme genre, il faut que je fasse la résolution de problème. Je vais arriver à c'est quoi la bonne réponse. Puis pour moi, dans ma salle de classe, je dis souvent, la bonne réponse n'est pas vraiment importante. C'est comment tu t'es rendu qui est important pour moi. Right? So, comment je transformais ces questions-là? Puis peut-être Juliette, elle a une. OK, oui, 19 est égal à 2B plus 5. Oui, OK. Right, exactement. Tu as trouvé l'équation. Moins 5. Oui, OK, 2B moins 5. Oui, 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 exactement. Plus 5, je pense. C'est 2B plus 5 en haut. En tout cas, quand même. Mais ce que moi, je ferais pour transformer cette question-là, pour la faire penser plus davantage, c'est je dis, OK, il y a 4 réponses. Il y en a une qui est la bonne. Trouvez les 3 qui ne sont pas la bonne réponse. Choisissez-en une, puis expliquez-moi pourquoi c'est une super bonne, mauvaise réponse. Qu'est-ce qui rend cette réponse-là comme cool? Parce que dans un testing à choix multiple, il y en a toujours une des réponses qui est proche, mais ils ont toutes travaillé sur une erreur. Trouve-moi l'erreur, la réponse qui est la plus intéressante. Parce que je veux savoir quelle erreur ils ont fait pour arriver à cette réponse-là. Puis chacun des testings provinciaux sont faits comme ça. Ben, maintenant, ils sont tous en choix multiples. C'est ce que je fais pour pratiquer mes choix multiples. Allez voir lequel qui est une très bonne, mauvaise erreur. Puis tu vas figurer que celle qui est bonne aussi. Donc, c'est une façon de travailler le problème. Ils sont en train de faire de la revue, ils sont en train de résoudre des équations, ils sont en train de revoir des concepts qu'ils ont vus, puis c'est super riche, puis c'est très, très, très cool. Essai-erreur, oui. Donc, il y a du essai-erreur. Il y en a pour qui ils ont pris le moins 5 plutôt. Il y en a qui ont additionné, ils ont soustrait. Il y a plein de raisons pourquoi chacun des 3, on les appelle des leurres. Hein? Il n'y a rien qui. C'est vraiment intéressant. C'est comme à la pêche, right? Je t'ai fait mordre dessus parce que ça va l'air bon, mais ce n'est pas une bonne réponse, mais il était proche. Right? So, c'est ça que je veux aller chercher pour les élèves, c'est d'aller chercher pourquoi c'est un leurre. Pourquoi 12, c'est une bonne, mauvaise réponse, ça. Tu sais, je veux dire?
Donc, en tout cas, ça, c'est une belle façon de pouvoir transformer des questions en questions qui fait penser un peu. Donc, j'espère que vous avez réussi à développer un peu des situations d'apprentissage riches, un peu, peut-être pas complet, mais quand même, vous avez une partance. Vous avez compris les principes qui appuient cette situation d'apprentissage riche-là du type low floor, high ceiling, point d'entrée. Point d'entrée pour tout le monde. Tout le monde devrait être capable dans ta salle de classe. Si ton point d'entrée est trop haut, puis il y a quelques élèves qui n'ont pas accès, ce n'est pas une bonne question. Il faut vraiment là, avoir un point d'entrée pour tout le monde. Et je comprends l'importance des conversations mathématiques. Il faut faire parler nos élèves. Il y a une direction qui m'a toujours demandé, il a dit, je ne sais pas qui accompagner dans mon école. J'ai dit, c'est simple, promène-toi dans le corridor, puis écoute à voir qui parle le plus. Si c'est l'enseignant qui parle plus dans la salle de classe, c'est avec lui que tu devrais travailler. Moi, je pense que les élèves devraient parler plus que moi comme enseignant dans ma classe. C'est leur salle de classe, c'est leur apprentissage, c'est eux qui ont accès aux mathématiques, c'est pas moi qui prends le cours. Moi, je fais juste faciliter. Donc, ayez des conversations avec vos élèves, puis transformez vos questions pour faire penser, gratter la tête un peu. Merci beaucoup tout le monde. Je vous donne une rétrospection personnelle, juste à vous, un concept que je retiens qui m'est important pendant cette formation-là, peut-être une question que je me pose encore. OK? Donc, c'est deux questions que vous pouvez juste, à vous de penser à ça. Chaque formation, vous devriez au moins ressortir quelque chose comme ça. Et puis, il y a je pense que ça, c'est toujours valide, ça. Hein? Je fais ma job, là, Louis, c'est bien ça? Oui, c'est super parfait, ça. Ça, c'est le formulaire de rétroaction. Si vous voulez, on a toujours besoin, même si on a un petit groupe ce soir, c'est toujours plaisant d'avoir un peu qu'est-ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, puis ça va nous aider à nous rendre meilleurs, nous autres aussi. On a le droit de devenir meilleurs, nous autres aussi, hein, Louis? Oui, moi le premier. Ben, écoute, Jules, justement, alors, premièrement, je veux te remercier pour cette formation. Moi, vous savez, tout le monde, j'ai la chance d'entendre Jules. J'ai eu la chance de travailler avec Jules comme collègue et puis j'ai la chance d'écouter ses formations et je retiens toujours 3 choses de ces formations. La première, il est bien préparé, ses exemples sont super pertinents. La deuxième, il nous fait réfléchir en mathématiques. C'est incroyable. Puis la troisième, il partage plein de choses. Alors pour ça, Jules, je veux te dire un super grand merci pour ce soir. Puis c'est bien de valeur que les autres n'étaient pas là parce que c'était excellent. Fait que je te dis merci beaucoup. Je dis aussi merci à vous, chers participants et participantes. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement et je vous reviens dans quelques instants.